Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance des habitudes. Je suis Cédric Watine et tu es sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Si tu écoutes le podcast depuis un moment, tu te souviens peut-être de Vital Smart, car j'avais reçu dans ce podcast Dagmar Doring-Riva qui nous avait parlé du programme Conversation Cruciale. C'était le podcast numéro 214 qui s'appelle Crucial Conversation. Cette fois-ci, c'est Katia Birac que je reçois et on va parler d'un programme qui a été récemment intégré par Vital Smart, un programme en fait qui permet de se changer en modifiant nos habitudes. Ce programme, il est tiré du livre Power of Habits, qui a été traduit en français sous le titre Le pouvoir des habitudes, et qui est un des livres que je conseille. En effet, c'est un très bon bouquin qui part du postulat que c'est en changeant nos habitudes que nous pouvons transformer notre vie. Alors, qu'est-ce qu'on va voir pendant cette interview ? On va d'abord voir que nos progrès ne doivent pas dépendre de notre motivation, parce que notre motivation est fluctuante. On va voir aussi que c'est en changeant nos habitudes qu'on va progresser. Et Katia va nous présenter une méthode scientifique pour le faire. Et ensuite, elle nous montrera à travers des exemples que c'est très simple. Évidemment, elle va aussi nous parler du programme de Vital Smart dans ce domaine. Et finalement, elle va nous proposer d'y participer. Mais ça, je t'en parle à la fin et je te donne un lien dans la description du podcast si tu es intéressé à participer au programme de Vital Smart. Pour le moment, place à cette passionnante interview sur le pouvoir des habitudes. Bonjour Katia. Bonjour Cédric. Comment vas-tu ? Extrêmement bien, ravi d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Est-ce que peut-être dans un premier temps, tu peux te présenter un petit peu aux auditeurs ? Oui, bien sûr. Donc, Katia Birac. Je suis la directrice associée du cabinet Vital Smart France. Mm-hmm. Alors, Vital Smart, c'est un cabinet américain qui est présent dans le monde entier. Et avec mon associée Dagmar Doring-Riva, que tu connais également, puisqu'elle a déjà fait un podcast. Oui, elle est passée chez nous et on a parlé des conversations cruciales. C'était ça, un podcast exactement. Qui avait bien plu d'ailleurs. C'est ça. Et Dagmar et moi, on a pris cette franchise, donc il y a maintenant une dizaine d'années, et on représente aujourd'hui de manière exclusive donc Vital Smart en France. D'accord. Donc j'ai pas toujours fait ça. Avant, moi je travaillais dans l'industrie, dans le groupe Mars notamment, la confiserie de chocolat. Ça te dit quelque chose ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà, donc j'ai fait plus de 15 ans chez Mars, dans des postes de direction au niveau européen, dans les achats, le marketing, les ressources humaines. Mmh. Et ensuite, j'ai voulu changer de vie, voilà. Et c'est à ce moment-là que je me suis mise sur ce chemin du développement avec comme mission aujourd'hui, simplement, je dirais, d'accompagner les entreprises dans leur transformation managériale. Mmh. Et donc, tu interviens sur les personnes. C'est ça. Donc, mon sujet d'expertise principal, si je puis dire, c'est tout ce qui touche à la gestion des relations interpersonnelles. Mmh. Alors, conversation cruciale, bien sûr. J'ai même écrit le livre Conversation cruciale pour savoir et oser dire les choses, donc que tu connais, oui. en français. Et également, il y a 2 ans, j'ai lancé son petit frère, Crucial Accountability, savoir engager et responsabiliser. Voilà. D'accord. Donc, ce sont vraiment mes sujets. Ah, écoute, je connais pas le deuxième. On en parlera peut-être un autre jour alors. Ah oui, ça m'intéresse. En effet. J'en garde un petit peu pour demain. Parce que la notion de redevabilité dans une équipe, moi je sais pas comment on traduit accountability d'ailleurs en français. Mais c'est-à-dire se sentir redevable les uns des autres. Voilà. Alors en fait, tu as bien mis le doigt sur le premier challenge que nous avons eu, parce que ce mot accountability n'existe pas en français. Ouais. Et bien évidemment, c'est cette notion de responsabilité que nous connaissons, mais qui va plus loin dans le terme anglo-saxon. Ouais, se sentir redevable en fait. Hein. C'est ça. On en parlera un autre jour. Ah oui, ça m'intéresse. On prendra rendez-vous. Alors là, c'est pas ce sujet-là aujourd'hui dont on va parler. Non, tout à fait. Donc, actuellement, vous êtes en train de lancer un nouveau programme. Peut-être que tu peux nous en parler.
Oui, oui. Alors aujourd'hui, je voulais te parler du pouvoir des habitudes. Alors, en fait, l'origine de ce programme, c'est un ouvrage qui a été publié en 2012, Oui. The Power of Habit, par Charles Duhigg, qui est un journaliste au New York Times. Et dans cet ouvrage, Charles a, on va dire, pris tout ce qu'il y a de bon, je dirais, dans la psycho, dans les neurosciences. Vraiment, il a cristallisé peut-être 20 ans de recherche à peu près pour permettre à tout un chacun de comprendre le fonctionnement des habitudes. Donc ce livre est devenu un best-seller aux États-Unis. Et très vite, il a été traduit en français, publié en 2016 chez Flammarion, sous le titre « Le pouvoir des habitudes, changer un rien pour tout changer ». Oui, je connais bien le livre. Et ça, tu connais le livre. Ah oui, voilà. Très bien. J'en ai lu plusieurs sur le sujet, mais c'est un petit peu le livre de référence, je pense. En tout cas, grand public. Exactement. Et c'est vrai que c'est ce qui nous a séduit dans cette approche, parce qu'en fait, Charles donc nous a rejoint chez Vital Smarts en 2018 et il nous a confié la tâche de créer un programme de formation pour justement permettre à tout le monde de comprendre le fonctionnement des habitudes et de pouvoir s'approprier une méthode qui permette de se défaire d'une mauvaise habitude ou encore d'installer une nouvelle habitude. Voilà. Et c'est vrai que ce qui nous a plu dans ce livre, c'est tout d'abord le fait que ça va donner des outils simples et que c'est vraiment quelque chose qui est basé sur la recherche dans les sciences sociales. Voilà, on est sur quelque chose de solide et la puissance, elle vient de là. En fait, ça m'intéresse énormément. Déjà, la méthode me parle, puisque c'est un petit peu de cette manière-là que je travaille dans le domaine du management, en prenant des outils puissants et fondés sur des théories et fondés sur des expériences, etc., et en les transformant en outils simples et exploitables au quotidien. Mais alors, le changement des habitudes, ça me parle énormément, parce que je suis convaincu qu'en fait, à un titre personnel, nos progrès, en fait, ne doivent pas dépendre de notre motivation et de notre volonté. Parce que je trouve que la motivation et la volonté, c'est assez fluctuant. L'exemple que je prends souvent, c'est le matin, on est très très motivé pour perdre du poids et on a envie d'aller courir. Et le soir, on se retrouve devant sa télévision avec un plat de choucroute et une bière. Et donc, je me dis, s'en remettre à ça pour changer, c'est un peu compliqué et c'est pas gagné. C'est comme si on se disait, on va espérer très fort qu'il fasse beau sans prendre en compte la météo. Donc, ce qui m'intéresserait peut-être pour démarrer le sujet... Oui, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, en fait, je voulais juste rajouter que justement, l'idée principale, c'est de ne plus s'en remettre à la volonté pour changer. Et justement, d'être en mesure de prendre le contrôle de ses habitudes. Parce qu'en fait, souvent, lorsqu'on ne veut pas changer, c'est tout simplement qu'on ne sait pas changer. Et l'idée, c'est qu'avec des outils, si on comprend le fonctionnement des habitudes et si on a des moyens pour quelque part mettre toutes les chances de notre côté pour arriver à les faire évoluer, à mettre en place de nouvelles habitudes, eh bien, on est beaucoup plus disposé à vouloir le faire et à s'y mettre. Voilà. Alors, qu'est-ce que ce serait justement, dans un premier temps, le bénéfice concret et simple du programme ? Alors, le bénéfice concret, j'en ai déjà donné un tout premier, c'est tout simplement déjà d'avoir une méthode qui va nous permettre de pouvoir travailler une habitude. Le deuxième bénéfice, peut-être que l'on peut évoquer tout de suite, c'est de pouvoir tout de suite le mettre en œuvre, de ne pas rester sur des apports théoriques, des choses dont on discute et qu'on comprend. Je dirais, la psychologie, il y a tellement de choses là derrière, on pourrait passer des heures à en parler, mais l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est d'être pratico-pratique, de venir avec un problème, quelque chose que l'on souhaite mettre en place, et de travailler là-dessus
tous ensemble pour pouvoir sortir de là, avoir un plan d'action et se dire « ça y est, je me sens prêt et j'ai envie de m'y mettre ». Et par ailleurs, quelque chose qui me vient à l'esprit maintenant, si on pense que on peut changer les choses uniquement en se basant sur notre motivation, notre volonté, notre force de caractère, ce qu'on nous a dit un petit peu depuis toujours, ce qui n'est pas faux, mais le problème c'est quand on n'y arrive pas, on risque de culpabiliser énormément. Et je suis assez d'accord avec toi qu'avoir une méthode pas à pas où tu démarres d'un bout et tu sais que tu vas aller jusqu'à un autre bout et que ça va fonctionner, ça t'enlève toute cette culpabilité de ne pas réussir à y aller. Mais en fait, la réalité, c'est pas que tu manques de volonté, c'est que tu manques de méthode. C'est ça. C'est ça. Et c'est ça qui fait qu'on reste très souvent avec toutes nos bonnes résolutions. Je ne sais pas, toi, Cédric, est-ce que peut-être tu avais pris une bonne nouvelle résolution en ce début d'année ? Alors, est-ce que c'est quelque chose de classique ? Oui, une des résolutions que j'ai prises pour en donner une qui soit vraiment très très banale et commune dans nos sociétés, c'est de perdre un petit peu de poids, puisque avec le confinement, malheureusement, j'ai pris un petit peu trop, et donc j'ai pris cette résolution. Mais comme j'ai lu le livre et que je connais la méthode, j'en suis pas resté là. C'est-à-dire que j'ai mis en œuvre des choses. Et ce qui serait peut-être intéressant, peut-être, c'est que tu nous dises pourquoi on a besoin d'une méthode. Pourquoi c'est si compliqué ? D'abord, est-ce que c'est compliqué de changer une habitude ou de prendre une nouvelle habitude ? Moi, je pense que sans méthode, c'est très compliqué. Et est-ce que peut-être tu peux nous donner la théorie simplifiée qu'il y a derrière ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des étapes, je dirais, est-ce qu'il y a une espèce de comment je pourrais dire, de plan général pour changer une habitude que tu pourrais nous dévoiler, ou est-ce que ça fait trop partie de la méthode et que tu peux pas nous en parler ? Je peux en parler un petit peu, bien sûr. Alors, c'est un vaste sujet et je vais pas tout dévoiler là en quelques mots. Mais tout d'abord, je pense que je voudrais m'arrêter sur ce que tu viens de dire. En effet, c'est compliqué de changer des habitudes parce que finalement, c'est notre cerveau qui a mis en place un certain nombre de mécanismes pour nous permettre d'effectuer le moins d'efforts possible. En fait, son travail, je dirais, c'est de transformer la moindre des choses que nous faisons dans une journée pour se préserver et garder toute son efficacité pour des choses qui valent vraiment la peine. Et je ne sais pas si tu le sais, Cédric, mais en fait, 40% de ce que l'on fait dans une journée ne relève pas de quelque chose qu'on choisit de faire ou qu'on décide, mais simplement d'une habitude. D'accord ? 40%, c'est énorme. Et il y a tellement de choses que nous faisons mécaniquement sans même réfléchir. Et c'est bien pour ça que c'est compliqué, parce qu'à moins de vraiment vouloir combattre et de choisir de combattre délibérément ces schémas de comportement, on va continuer à obéir à ces automatismes. C'est pour ça que c'est compliqué, difficile et pénible. C'est-à-dire que même si on fait un choix, même si on décide de changer un résultat, notre cerveau, lui, va continuer. Il est dans des... Si je comprends bien, il est dans des mécanismes qui vont continuer à se produire, même si nous, on a décidé que ça devait plus se produire. Oui, parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on ne décide pas de faire. Il y a plein de choses d'abord qu'on fait de manière tellement automatique qu'on ne réfléchit plus. Je ne sais pas, quand tu rentres dans ta voiture et que tu conduis, tu ne réfléchis pas. Et heureusement, je dirais. Donc, il y a bien sûr des avantages aussi. Mais voilà, mais parfois, ce mode automatique, il nous dessert. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir décider si oui ou non on veut changer cette habitude. Mais comme c'est des choses qu'on fait tellement automatiquement, sans même y réfléchir, et que c'est installé depuis longtemps, eh bien, on n'y pense pas et ça revient automatiquement. Donc, c'est vrai que quand on parle des habitudes, on va regarder, bien sûr, leurs avantages, leurs inconvénients. Donc, l'avantage, on l'a vu, c'est super, c'est ce fait que ce soit automatique, donc ça ne nous prend pas d'énergie. Mais l'inconvénient, c'est que finalement, comme il y a aussi des choses qu'on fait qui nous desservent, eh bien, c'est qu'à un moment donné, ça ne nous amène pas forcément toujours au résultat qu'on souhaite. D'accord ? Donc, du coup, il faut vraiment se poser toujours la question, finalement, quand j'ai une habitude, est-ce que cette habitude me permet d'aller vers ce que je veux ou au contraire, finalement, m'amène vers quelque chose que j'aime pas ? Et si finalement ce résultat que l'on regarde,
on se dit ça ne me convient pas, et bien à ce moment-là, il faut arrêter d'être dans le déni, parce que malheureusement, on est souvent dans le déni, quoi. On se dit oui, je sais, je devrais changer, mais je le fais pas. Et c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure des résolutions de début d'année. Tu me parlais de peut-être perdre un peu de poids, mais souvent ces résolutions, ce sont des choses que l'on souhaite faire depuis très longtemps, parfois plus de 6 mois, plus d'1 an, et ça, c'est un indicateur du temps dans lequel nous avons été dans ce fameux déni. Et plus longtemps on en déni, et plus difficile ça va être de changer, et plus difficile, et donc plus ça va nous demander des efforts pour y parvenir. Oui, je lisais quelque part que les résolutions de début d'année, je sais pas, je me demande si c'est pas 18%, je me souviens plus du pourcentage exactement, mais très très peu sont finalement réalisés en fait. Elles ne tiennent pas, en fait. Non, non. Il suffit pas d'avoir envie. Exactement. Et c'est là où on intervient, et c'est là où vient la méthode. Alors, tu me demandais de parler un petit peu de la méthode, et de façon très, très simple, je voudrais partager donc cette fameuse boucle neurologique qui est au cœur de toute habitude. Donc cette boucle, elle est très simple. Donc le processus interne dans notre cerveau se compose en 3 étapes. Tout d'abord, il y a un signal, un espèce de déclic qui va dire à notre cerveau de se mettre en mode automatique et lui indiquer quelle habitude il doit enclencher. Ce signal, souvent, on n'en est pas conscient. C'est seulement quand on fait le travail de réflexion et d'analyse qu'on va arriver à comprendre quel est ce signal. Donc, il y a le signal. Vient ensuite la routine. Donc, la routine, c'est le fameux comportement qu'on adopte, donc l'habitude en tant que telle. Et avec cette routine vient une récompense qui, en fait, va indiquer à notre cerveau que cette boucle vaut la peine et qu'elle mérite d'être retenue. D'accord ? Donc, en fait, la boucle neurologique, c'est un signal, une routine, une récompense. Donc, si on prend un exemple super simple, imagine que tu es au volant de ta voiture, tu viens de recevoir une notification de message sur ton téléphone, c'est le signal. Qu'est-ce qui se passe ? La plupart du temps, je ne sais pas si toi tu le fais, mais moi, ça m'arrive malheureusement, je sais que je ne devrais pas. Et voilà, tu prends ton téléphone, tu regardes le message. La routine. Et la récompense, c'est quoi ? La récompense, c'est que tu te dis que tu as pu satisfaire ta curiosité, tu sais ce qui s'est passé, et en fait, tu l'as fait parce que tu t'es dit peut-être qu'il y avait quelque chose d'important. D'accord ? Et du coup, comme ça a marché et que finalement, heureusement, bien sûr, tu n'as pas fait d'accident. Oui, il s'est rien passé de grave. Il s'est rien passé de grave, donc tu vas continuer. Et donc cette boucle, elle continue. Et la prochaine fois qu'il y aura à nouveau le signal, notification sur le téléphone, hop, machinalement, tu vas de nouveau le reprendre et hop, tu vas dire ça, c'est bon, tout se passe bien et ma récompense et je continue. Donc trois étapes, signal, routine, récompense. Et est-ce que si jamais au moment où j'avais regardé mon message j'avais eu un accrochage, c'est-à-dire là pour le coup j'avais l'inverse d'une récompense, est-ce que c'était de nature à changer à l'avenir ma routine ? La prochaine fois que j'aurais eu ce signal, est-ce que j'aurais associé la volonté de faire la routine, puisque j'ai eu quelque chose qui s'est mal passé, en fait, j'ai eu une expérience négative de ce côté-là. Probablement. Mais heureusement, on n'a pas besoin d'en arriver là, parce que il y a quand même... on peut se sauver avant d'arriver à ce moment-là. Et c'est bien ça l'important. C'est une fois qu'on comprend ce mécanisme, en fait, on sait qu'on peut arriver avec des efforts, à remodeler pratiquement toutes les habitudes. Mais c'est ça qui est passionnant, c'est que ça explique, parce que je parlais tout à l'heure du footing le matin et de la choucroute le soir, ça explique ce sentiment parfois très désagréable qu'on a d'être incohérent. C'est-à-dire de se dire, mais je sais que je ne devrais pas regarder mon téléphone. Pourquoi je le regarde ? J'ai vu plein de trucs à la télé où les gens ont des accidents parce que je regarde mon téléphone, et pourtant je regarde mon téléphone. Et en fait, voilà. En fait, l'explication, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a eu un signal et on est comme conditionné. C'est-à-dire qu'on a une espèce de conditionnement. C'est ça.
c'est ça. Et c'est devenu quelque chose qu'on a tellement répété sans qu'il y ait de conséquences, heureusement, que finalement, même quand on te le dit, oui, mais tu devrais pas le faire parce que ça peut être dangereux, tu te dis, ok, bon, c'est bon, quoi, je maîtrise. C'est comme les gens qui fument, hein. Ils savent très bien qu'ils devraient pas fumer. Un fumeur de longue date, on peut faire beaucoup de choses. C'est compliqué de mettre en place. Et pourtant, il y en a qui y arrivent aussi. Hein, oui, et donc, il y a des plans là-dessus. Il y a plein de choses qu'on peut apprendre. Et il y a des recherches fantastiques là-dessus. Et d'ailleurs, le livre est une mine d'or, d'ailleurs, hein, avec plein d'histoires dans plein de domaines qui justement, donnent envie, finalement, de s'intéresser à ce sujet. Beaucoup d'anecdotes dans ce livre. Beaucoup d'anecdotes, c'est vrai. Qui font qu'il est extrêmement vivant. Et surtout, on comprend très, très vite. Alors, l'histoire de la clope, moi, je dis toujours, quelqu'un qui fume, c'est quelqu'un qui est en train de tomber en chute libre et qui, à chaque étage, dit jusqu'ici, ça va. Comme, en fait, il a un certain plaisir à fumer. Moi, je suis un ancien fumeur. Et comme, je dirais, la menace est tellement théorique, c'est tellement loin et elle n'est pas dans notre quotidien qu'en fait, elle n'a pas d'existence réelle. Ce qui est réel, c'est le plaisir qu'on éprouve. Et le signal. Je reprends la cigarette. Moi, j'ai un truc que j'ai remarqué. On est dans un café. Un fumeur sort une cigarette. Enfin, c'est plus vrai maintenant, mais un fumeur sort une cigarette. Tous les fumeurs de l'Assemblée sortent une cigarette. Il y a un signal. Ce truc du signal, c'est vraiment... Donc, OK, on a compris. Et le côté social aussi, bien sûr, qui intervient. Ouais. Alors, si tu veux, si j'élabore un petit peu plus sur justement ces différentes étapes. Donc, une fois qu'on a compris la boucle, finalement, qu'est-ce qu'on fait dans le programme ? En fait, dans le programme, on va s'intéresser à remodeler cette boucle. Donc, la première étape, on va se dire, on va devoir réfléchir à la routine pour faire en sorte que l'on mette en place une nouvelle routine qui va venir remplacer ce fameux comportement qu'on veut arrêter. D'accord ? Donc, la première chose, c'est de rendre les choses faisables. Donc, on va réfléchir à une routine qui est relativement simple et spécifique. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on ne réussit pas à changer, c'est qu'on prend quelque chose de beaucoup trop important, trop gros, et c'est pour ça que l'effort est tellement important qu'on n'arrive pas à y aller. Donc déjà, il va falloir réfléchir à mettre en place un nouveau comportement, mais quelque chose qui soit relativement simple et spécifique. On détermine ce comportement. Après, on va aller vers le signal et on va commencer à analyser finalement qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'enclenche ce fameux comportement actuel. Pourquoi je fume ? Tu le disais tout à l'heure, quand on rentre dans un café, voir les autres fumer, ça peut être un signal. Donc les personnes, en fait, les gens qui m'entourent peuvent être un signal. Alors la science nous a permis de trouver différentes catégories pour justement faire cette analyse. Et donc les personnes, c'est un signal, mais ça peut aussi être par exemple l'état émotionnel dans lequel je suis. Ça peut être le lieu dans lequel je suis, comme tu disais, le fait que ce soit un café. Peut-être l'heure, peut-être que le fait que je sois à l'après-midi. Peut-être l'action juste précédente, le fait que je viens de terminer mon bon repas, je viens de prendre un café et avec le café, voilà, je m'attends. Le moment horrible du fumeur. Exactement. Alors moi, je suis pas une fumeuse, donc mais bon, tu vois, c'est tellement simple. Alors bien sûr que vous reconnaissez tous dans ce que je suis en train de dire, mais en fait, quand on comprend ceci, il va falloir le transposer et l'analyser pour pouvoir le mettre en place sur des choses bien plus compliquées, en fait, d'autres comportements qu'on souhaite modifier, voilà, que ce soit au travail ou ailleurs. Donc, la première étape, c'est je m'intéresse à ma routine, je la rends simple et spécifique, je m'intéresse à mes signaux, j'essaie de les analyser. Une fois que j'ai fait ça, je vais me dire maintenant, je dois regarder comment je vais travailler du côté de la récompense. Et donc ça, c'est ce que verrait l'étape numéro 2, parce que l'idée, c'est de rendre en fait les choses attrayantes pour que cette boucle puisse valoir le coup d'être répétée. Alors, on va réfléchir aux satisfactions que l'on obtient aujourd'hui avec le comportement actuel. Je disais tout à l'heure, simplement, voilà, j'ai pris mon téléphone dans la voiture, finalement, ma satisfaction, c'est de me dire, j'ai satisfait ma curiosité. Ça peut être aussi simple que ça peut être quelque chose de finalement très mental, en fait. C'est pas forcément toujours des récompenses extrinsèques, ça peut être intrinsèque.
Donc, il va falloir que je comprenne ceci et que je travaille pour remplacer cette récompense. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, là, maintenant, j'ai ma première boucle. Et maintenant, je vais devoir faire vivre cette boucle pour faire en sorte que ça devienne une habitude sur la durée. Et bien évidemment que ça va prendre du temps, bien évidemment que ça va prendre de la discipline et qu'il va falloir répéter l'effort, parce que ce serait trop beau que ça marche tout de suite du premier coup. Peut-être qu'il va y avoir des moments où ça ne va pas fonctionner. Et là, il faudra à nouveau analyser, il faudra à nouveau revoir notre boucle et la moduler. Donc, une fois qu'on met en place une première boucle, qu'on a compris comment ça fonctionne, eh bien, on est capable finalement de créer d'autres boucles sur plein de sujets et devenir de plus en plus ambitieux dans notre volonté de changer. D'accord, très intéressant. Ok. Je peux te soumettre un truc que je fais, par exemple, Essayons. Alors, essayons. J'ai remarqué un truc, ça n'a rien à voir avec le boulot, mais on peut faire des parallèles, je ne vais pas en faire, non pas en faire. J'ai remarqué que si la première chose que je fais quand je me lève le matin, c'est mettre mes baskets et mettre mon short, j'ai beaucoup plus de chances d'aller courir que si je ne le fais pas. Donc, est-ce que j'ai créé un signal ? Est-ce que Complètement. Et parfois, c'est rien que le fait d'avoir mis ces baskets, en effet, devant sa porte et de les avoir vues, j'ai mis en place un nouveau signal qui vient m'inciter et enclencher finalement la routine de me dire « Allez, je vais y aller ». D'accord. Et après, il faudra aussi t'intéresser à ta récompense. Oui. Et alors... Il y a autre chose dont tu n'as pas parlé. Je ne sais pas du tout si c'est dans le cadre de ton programme. Une bonne manière de changer ses habitudes, c'est aussi de se projeter, ou plutôt de se considérer comme étant une personne différente. C'est-à-dire de changer de tempérament ou de changer l'image qu'on a de soi en se disant « je vais devenir quelqu'un qui a cette bonne habitude ». Et quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait en fait ? Alors, on travaille ici déjà, là, on touche un petit peu la partie plus profonde du travail sur soi, qui est intéressant justement quand on s'intéresse à la récompense. Si tu veux, je vais peut-être te donner un petit exemple. Je veux bien, ça me parle. Voilà, c'est peut-être plus facile. Et si tu me le permets, ça va être un petit peu personnel, puisque je vais parler de moi, je vais parler d'un de mes travers et peut-être d'une mauvaise habitude, d'une habitude dont je souhaitais me défaire. En fait, voilà, j'ai longtemps été dans le déni par rapport à une fâcheuse habitude, je dirais, qui est un peu de râler quand je suis chez moi et que les choses ne sont pas forcément comme je voudrais qu'elles soient ou qu'elles ne sont pas faites quand je voudrais qu'elles le soient. Alors, c'est aussi une tendance de comportement que mes collègues me reprochent ou observent parfois au travail. Je suis quelqu'un, on pourrait dire un peu de maniaque, je dirais plutôt perfectionniste. Voilà, ça dépend comment on voit les choses. Et c'est vrai que parfois, ce mauvais côté peut avoir, je dirais, un impact sur mes relations aux autres. Donc, c'est quelque chose que je savais, évidemment, mais qui était plus fort que moi, parce que finalement, ce fameux comportement d'être perfectionniste, c'est plutôt une qualité, quelque chose que je me dis, j'ai envie de garder, parce que je trouve ça plutôt bien. Intrinsèquement, c'est une de mes valeurs. Oui. Alors, mon envie de changer, elle date là déjà un petit peu, puisqu'en fait, je crois que je suis passée à l'action au moment où je me suis certifiée formatrice conversation cruciale, il y a à peu près une petite dizaine d'années. Parce que là, j'étais un peu dos au mur, parce que finalement, ce comportement, finalement râler, c'est pas vraiment digne de quelqu'un qui enseigne les principes pour savoir et oser dire les choses et qui sait gérer les relations interpersonnelles. Donc, il était le temps, grand temps, je dirais pour moi, d'apprendre à exprimer mes ressentis autrement. Alors, on va voir un petit peu comment je m'y suis prise et on va utiliser la boucle de l'habitude pour cette analyse. Alors, l'habitude que je veux arrêter, tu l'as bien compris, c'est de râler. Voilà. Alors, maintenant, c'est simple de dire ceci, mais pour autant, c'est pas facile. Alors, la première idée que je voudrais vraiment mettre vraiment au clair, c'est qu'on ne peut pas simplement arrêter une mauvaise habitude, mais on peut la remplacer. D'accord ? Il ne faut pas se dire « je vais arrêter de râler », il faut se dire « qu'est-ce que je vais faire à la place de râler ». D'accord ? C'est beaucoup plus facile. D'accord ? Donc, il a fallu que je trouve un nouveau comportement que je vais mettre en place à ce moment-là. D'accord. Et en fait, ce comportement que j'ai identifié,
ça a été de me poser une question très puissante qui va me faire passer l'envie, je dirais, de râler au moment où je suis dans cette situation. Alors, la question, pour ceux qui connaissent Conversation Cruciale, ça fera du sens. En fait, c'est une question qui nous permet de prendre du recul sur une situation. Et cette question très simple, c'est qu'est-ce que je veux vraiment, pas seulement pour moi, mais aussi pour l'autre. C'est une question qui permet de prendre du recul. Alors, ça semble simple, mais encore une fois, n'oublions pas que quand on est en train de râler, ou lorsqu'on a envie de râler, c'est pas évident que tout d'un coup, comme par magie, maintenant, j'ai une question qui m'arrive dans ma tête et qui me dit tiens, attends, qu'est-ce que je veux vraiment pour l'autre ? Et c'est cette question qui doit m'amener à me dire ok, attends, c'est pas cool si je râle, quoi. D'accord ? Donc, c'est là qu'intervient le signal. Il va me falloir un signal pour faire en sorte que cette question m'arrive. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? D'abord, j'ai un petit peu étudié, comme je le disais, ces différentes catégories qui vont nous permettre de déterminer finalement quand est-ce que je râle. Et en réfléchissant, je me suis rendu compte que souvent, déjà, je ne râlais pas avec tout le monde. Il y a des gens qui m'ont jamais vu râler, heureusement d'ailleurs pour eux. En fait, ce sont toujours, tu devineras, mes proches, mes enfants, mon mari, mes proches collègues qui font les frais. Voilà. Et deuxièmement, je me suis aussi rendu compte que c'était souvent quand j'étais plus fragile peut-être, fatiguée, un peu plus sous pression, stressée. D'ailleurs, intéressant, je me suis rendu compte que je ne râlais pratiquement jamais, pendant les congés. Pourtant, j'étais avec les personnes, avec ma famille, mais je n'avais pas cet état émotionnel qui venait impacter. Donc c'est là, en fait, pour moi, ça a été deux signaux importants. Maintenant que je savais que j'avais ces signaux, il fallait que je les lie avec cette nouvelle routine qui était de me dire ok, donc attention, c'est quand je suis avec des personnes dont je suis proche et surtout quand je suis dans un état extrêmement, je dirais, fragile, qu'il faut que je sois extrêmement vigilante. Donc c'est à ce moment-là que je vais devoir me mettre à réfléchir et avoir cette question qui va venir remplacer mon envie de râler, cette question qui est qu'est-ce que je veux simplement pour l'autre. Alors maintenant, on arrive à cette fameuse récompense et c'est là où on va aller un peu plus loin dans ce que tu disais sur cette réflexion sur notre moi profond, sur le sens de tout ça. Mais en fait, comme je le disais avant, le perfectionnisme, pour moi, c'était quelque chose que je valorise parce que je trouve que c'est quelque chose de bien, voilà, qui me donne une certaine valeur, en fait. Et pour moi, c'était une forme de récompense parce que ça augmentait mon estime de moi. Et maintenant, avec cette nouvelle boucle, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que au lieu de me dire être perfectionniste, c'est bien, je vais devoir me dire ok, mais lâcher prise, c'est bien. D'accord ? C'est remplacer ce schéma de pensée, mais tout en étant, je dirais, lié à la même valeur de départ, à savoir cette estime de moi, de me dire voilà, demain je vais avoir une meilleure estime de moi, je vais me dire je suis quelqu'un de bien, non pas parce que je suis perfectionniste, mais parce que je suis quelqu'un qui sait lâcher prise. D'accord ? Donc c'est là où je commence à faire ce travail dans ma tête et j'installe cette nouvelle façon de penser qui va venir remplacer cette première qui était le perfectionniste. D'accord. Et donc voilà, c'est cette fameuse première boucle qui est là. Donc le signal stress ou fatigue, question qu'est-ce que je veux vraiment ? Et récompense, si je lâche prise, je vais renforcer mon estime de moi parce que je sais que je fais ce qui est le plus important et ça me permet de devenir la personne que j'ai envie d'être. Voilà. C'est du travail, ça prend du temps, ça ne se fait pas en 5 minutes, mais ça marche. Et c'est intéressant. Donc là nous, on a pris des exemples, je dirais, merci déjà pour ton exemple personnel, c'est pas toujours évident de se dévoiler, mais en général, alors peut-être que ma question est trop générale, tu me diras. Dis-moi. Les gens, quand ils viennent vous voir, et je dirais, ce qui m'intéresserait, c'est plutôt des exemples dans le contexte évidemment professionnel et pourquoi pas dans un contexte de management ou de relations à l'intérieur de l'entreprise. Ils viennent vous voir pourquoi ? Ils travaillent sur quoi ? Oui, en fait, parce que tu vois, on est allé directement aux habitudes, parce que les habitudes, c'est le sujet du podcast. Mais avant de se rendre compte qu'on a une habitude qu'on devrait changer,
en général, au départ, on a un problème. C'est-à-dire que quand je disais j'ai pris comme résolution de perdre du poids, mon problème c'était que je pesais trop lourd. Okay, voilà, mon problème c'était ça. Mais j'avais pas encore mis d'habitude en face de ça. Donc ensuite j'ai trouvé les habitudes, j'ai changé mes boucles, ce que tu viens de dire, mais appliqué à mon problème. Et puis voilà, j'ai mis en place des systèmes et une récompense, etc. Et ça fonctionne bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est à quoi on peut l'appliquer. Quels sont les sujets? Tu vois, les gens qui nous écoutent, les gens qui nous écoutent sont des managers ou de futurs managers ou des patrons, etc. qui ont des problèmes. Ils ont peut-être même pas encore réalisé que ces problèmes venaient d'habitude. Ils n'ont peut-être pas encore réalisé que c'est en changeant une habitude ou en mettant en place une habitude qu'ils vont résoudre leurs problèmes. Donc peut-être que ça leur parlerait que tu leur donnes des exemples significatifs de problèmes qui ont été réglés par la méthode dans ce contexte-là. Alors, je vais te donner quelques exemples, simplement peut-être des sujets sur lesquels travaillent nos participants, par exemple, sur ce que nous avons travaillé. Alors, sans aucun ordre, bien évidemment, tout ce qui touche peut-être à l'efficacité personnelle, à la productivité, donc la gestion du temps, pour garder également un équilibre dans sa vie privée, savoir partir à l'heure, ne pas travailler trop tard le soir, savoir déconnecter le week-end, ne pas forcément avoir son téléphone branché 24 heures sur 24, savoir dire non également, ne pas forcément avoir à l'esprit que quand je ne dis pas oui à tout ce qu'on me demande de faire, et ben finalement je suis en train de laisser tomber mes collègues. Voilà, donc entre la dimension collaboration, mais aussi quelque part savoir poser ses limites, savoir se développer, se mettre en place des routines pour aller dans son développement personnel, plus de lecture peut-être, travailler des choses plus sur son mode de fonctionnement intrinsèque, comme par exemple la patience ou l'attention aux détails, ou bien comme moi je disais, quelqu'un qui râle, le lâcher prise, la pensée créative. Voilà, en fait plein de sujets comme cela sur lesquels on peut appliquer tout ça, parce que finalement, quand on veut changer quelque chose, même quand on veut changer la culture dans une entreprise, parce que si on le prend à un niveau un petit peu plus macro, la culture d'une entreprise n'est rien d'autre que la somme de l'ensemble des habitudes, de l'ensemble des pratiques qui sont en place à titre individuel. Ça me plaît ce que tu dis, parce que moi j'ai une phrase que je répète souvent, et je dis la culture d'une entreprise, c'est jamais ce qui est écrit sur les brochures, etc., etc. Pour moi, la culture d'une entreprise, c'est la somme des comportements qui ont lieu dans l'entreprise. C'est ça la culture d'une entreprise. C'est ce qui se passe, c'est ce que les gens font. Et ça, vraiment, c'est intéressant qu'on se rejoigne là-dessus. Complètement. Et d'ailleurs, si on... Je ne sais pas si tu le sais, mais... James Cotter, qui est donc l'auteur de Leading Change, dit qu'en fait, ça peut prendre jusqu'à 3 ans pour changer la culture d'une entreprise. Parce que c'est long, c'est difficile. Mais par contre, ça ne prend que 3 semaines à quelqu'un qui arrive dans une culture d'être acculturé et de très vite prendre finalement ses marques. D'accord ? Donc finalement... c'est là où on voit que finalement, c'est tellement important de réfléchir au comportement individuel et ce que l'on veut qu'il soit. Et souvent, bien sûr, il y a tellement de choses qu'on pourrait changer, mais c'est uniquement en voulant chacun commencer à titre individuel qu'on va y parvenir. Parce qu'on dit souvent oui, il faut changer la culture, c'est un gros quelque chose d'énorme, on ne sait pas par quel bout le prendre, mais commençons par nous-mêmes et mettons en place nous-mêmes nos propres routines. Qu'est-ce que nous on peut faire pour changer sur tous ces sujets que je viens d'évoquer, par exemple, et c'est ça qui va faire qu'au final, collectivement, on va être beaucoup plus performants. Donc en fait, les personnes qui viennent vous voir sont des personnes chez qui l'entreprise a détecté un souci ou qui ont elles-mêmes détecté un souci et qui veulent évoluer par rapport à ce souci. Et les exemples que tu citais, ça a
plutôt ce que j'ai entendu, que tu disais. Oui. C'est la première chose. Ouais, oui. Alors, est-ce que c'est un souci ? Peut-être que je réfléchis par rapport à un souci. C'est pas forcément toujours un problème. Ça peut être tout simplement quelque chose qui n'est pas encore perçu comme un problème, mais qu'on se dit, mais tiens, ce serait tellement mieux si j'arrivais à faire ça. Oui, d'accord. Donc en fait, les personnes qui viennent au programme, oui, c'est un programme de développement personnel, ça, je pense que c'est évident, vous l'avez tous compris. Donc, bien évidemment, ils viennent pour travailler sur eux. Donc, il faut avoir cette remise en question, cette volonté de se poser des questions sur soi et de réfléchir à son mode de fonctionnement et à essayer de le faire évoluer. Après, on a souvent des programmes comme ce programme. Il est aussi lancé dans le cadre de jeunes talents que l'on veut développer, de jeunes managers, de gens qui sont des drivers du changement et qui ont envie d'accélérer, je dirais, leur courbe de développement en mettant en place de bonnes pratiques. Parce que finalement, réussir dans la vie, c'est d'abord ce que l'on fait, c'est nos pratiques au quotidien et toute la volonté, c'est simplement de faire en sorte qu'on garde les bonnes et que celles qui nous desservent un petit peu, on arrive à les gommer et à les remplacer par d'autres choses qui nous conviennent mieux. Est-ce que tu peux nous parler du programme en lui-même, nous dire que... Parce que, juste pour être clair, les gens qui viennent au programme, c'est une volonté de se changer eux, c'est-à-dire de changer leur comportement. Ce ne sont pas des gens qui vont venir apprendre à changer le comportement des autres. D'abord le leur. D'abord le leur. Et une fois qu'ils ont compris comment ils changent leur comportement et bien sûr qu'ils comprennent le fonctionnement des habitudes, ils vont pouvoir utiliser bien évidemment tout ce qu'ils viennent d'apprendre pour le mettre en pratique également avec les gens autour d'eux et notamment au niveau d'une équipe, parce que finalement on peut réfléchir à des routines d'équipe. Par exemple, je donne un exemple très personnel maintenant au niveau de notre équipe, nous chez Vital Smart France, avec le changement lié à nos modes de fonctionnement, le fait d'être en télétravail depuis un certain temps, on a par exemple pris l'habitude maintenant de ne plus s'envoyer de fichiers ou de mails ou de se téléphoner, mais au contraire d'utiliser Teams. En fait, on travaille de manière beaucoup plus collaborative et on utilise Teams. Bon, alors, en fait, de manière très simple, on a dit, tous, on va lancer automatiquement Teams le matin. Avec les notifications des échanges, d'accord ? Et la routine, ça va être plutôt, lorsque je dois partager quelque chose, plutôt que d'envoyer des mails, ça va être simplement de le mettre là-bas dans les fichiers de Teams et afin que la personne le voit, le reste des membres de l'équipe le voit. Et la récompense qu'on en tire, c'est tout simplement qu'on a moins de mails et qu'on a un sentiment accru d'efficacité et que durant la journée, finalement, avec ce Teams qui nous permet d'échanger de façon beaucoup plus spontanée et plus rapide, eh bien, on a retrouvé une certaine proximité. Même si on n'est pas ensemble au bureau. Donc, c'est des choses qu'on peut faire à titre d'équipe. D'accord. Alors, ça, c'est pas parfait, je veux dire non plus. Je veux dire, quelque part, je suis tout à fait honnête. Pas plus tard que hier, tu vois, je me suis rendu compte que cette boucle, il fallait que je l'améliore un petit peu. Parce que quand j'ai, en même temps que je reçois sur mon... que je suis en train de faire quelque chose, que je reçois avec un signal sonore, si tu veux, le pop-up sur l'écran qui me dit il y a un truc qui se passe sur Teams, c'est vrai que ça m'agace aussi et ça peut me perturber dans ma concentration. C'est le syndrome de tu conduis ta voiture dont on parlait tout à l'heure. C'est toujours pareil. Tu risques de sortir de la route. Et par moments, c'est vrai que donc, finalement, qu'est-ce que j'ai fait ? Et pas plus tard que hier, je me suis dit, OK, maintenant là, je suis allée dans Teams, je suis allée regarder comment est-ce que j'enlève la notification sonore parce que ça me perturbait. Et maintenant, je n'ai plus la notification sonore et ça va déjà beaucoup mieux. Donc, c'est juste pour dire que finalement, cette boucle, c'est pas quelque chose que l'on met en place une fois pour toutes. Non, c'est quelque chose qu'il faut faire évoluer, qu'il faut apprendre, qu'il faut voir comment ça fonctionne. Et on a chacun notre boucle. Ce qui va marcher pour moi ne va pas forcément marcher
marcher à 100% de la même manière pour quelqu'un d'autre. Alors là, je suis 100% d'accord avec toi. Hein, dans les programmes d'organisation personnelle et de progression personnelle que je propose, ce que tu viens de dire, c'est extrêmement important. C'est qu'en fait, créer tes routines, et c'est marrant, c'est qu'on emploie le même terme. Hein. Moi, je parle de routine aussi, mais je parle plus de routine de travail ou de fonctionnement, etc. Ça permet non seulement, évidemment, de changer le résultat, c'est-à-dire que ta routine en elle-même, elle a un résultat, mais ça permet aussi de rendre visible, de rendre réel ce que tu fais. Et donc, à partir du moment où tu peux le regarder de l'extérieur, alors tu peux l'améliorer en permanence. C'est-à-dire que ta première routine ou ta première habitude que tu vas mettre en place sera peut-être imparfaite, tu viens de le décrire, mais par rapport à avant, ce que tu pourras faire, déjà tu auras identifié ce qui ne marche pas dans ta routine, tu pourras le modifier, et donc tu seras dans une espèce de processus d'amélioration continue. Et la récompense, c'est que ta routine va être de plus en plus agréable en plus. C'est-à-dire que la récompense, c'est aussi le flow, le plaisir que tu vas ressentir au moment où tu le fais. Parce que moi, c'est quelque chose qui est pour moi vital, et c'est pour ça que tu as raison, une routine, ça ne peut être que personnel, et il faut connaître les outils, et il faut s'approprier les outils pour faire évoluer ses habitudes et ses routines. C'est que ça, à un moment, ta récompense, ça va être le fait que tu le fasses bien, tout simplement. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit une récompense extrinsèque ou un résultat, etc., c'est le moment où tu le fais qui sera lui-même la récompense, parce que tu seras dans une espèce de flow, tu seras dans le plaisir au moment où tu le fais, et à partir du moment où on est dans le plaisir, eh bien, cette routine, elle est acquise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle nous procure du plaisir, et je parle du travail, par exemple, à partir du moment où notre travail est notre propre récompense, ben c'est là qu'on devient très, très bon. Et tu viens de démontrer l'importance de la récompense. Il faut trouver sa récompense, sa bonne récompense. Et parfois, c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a des récompenses il y a des conflits d'intérêts en nous-mêmes, hein, sur certaines choses, parce que certains comportements nous font du bien. Et on n'a pas envie de lâcher prise. Voilà. Oui, oui. Puis là, il y a une notion parfois qui est compliquée, c'est la récompense immédiate et la récompense différée. Complètement. Moi, je dis à partir du moment où... Je vais reprendre l'exemple de courir. Bon, moi, c'est pas forcément le sport que je préfère. Mais déjà, si on veut le faire régulièrement, il faut qu'en soi, ce soit agréable. Il faut que ce soit une récompense en soi, sinon ça ne marchera pas. Sinon, ça ne marchera pas. Et donc, la récompense, elle est aussi immédiate. C'est-à-dire, c'est le plaisir qu'on a à le faire. Et je pense que le plaisir qu'on a à le faire, c'est aussi le plaisir de se dire « je suis devenu quelqu'un qui fait ça ». Enfin, voilà. Tout à fait. On va pas... C'est ça. Alors, voilà, on peut aller beaucoup plus loin dans ce programme. Mais donc c'est vrai que quand on est dans le programme, en fait, tout d'abord, ce qui est important, c'est si quelqu'un a envie de suivre ce programme, il faut d'abord vouloir travailler sur une habitude. Donc avoir identifié quelque chose sur lequel on va pouvoir travailler ensemble. Voilà. Ensuite, le programme en tant que tel, c'est soit un jour en présentiel, soit plusieurs sessions, 3 en l'occurrence en distanciel. Et là, on va expliquer comment fonctionne donc ce pouvoir des habitudes, et on va appliquer donc ces enseignements de la science à ces projets de changement. Donc, il y a beaucoup de travail sur soi, d'interaction, de partage, voilà, et pour sortir à la fin en ayant une première boucle qui est prête. D'accord. En fait, donc vous travaillez avec des groupes d'individus qui chacun a décidé de changer un comportement, en fait. C'est ça. Et chacun va venir avec son propre projet et va travailler collectivement et également en binôme avec quelqu'un qui va l'aider à avancer tout au long du programme. D'accord, ok. Et vous faites ça, vous pouvez faire ça à distance, c'est-à-dire ça peut se faire? Oui, tout à fait. D'accord. On a de très beaux outils qui fonctionnent très très bien, qui ont été plébiscités, donc aucun souci. Il y a même en petit comité, avec des salles de sous-commission, tout ce qu'il faut, ça marche très bien. D'accord, ok. Et du coup, j'ai une question. Si des membres d'outils du manager étaient intéressés, s'ils avaient repéré chez eux, c'est très probable qu'en nous écoutant, vous ayez pensé à des petites choses que vous aimeriez modifier dans votre comportement. Donc si c'était le cas, est-ce qu'on pourrait imaginer de monter un groupe outils du manager ou plusieurs groupes
Et est-ce que des membres d'Outils du Manager pourraient profiter de votre programme ? Ou est-ce que c'est forcément des personnes de la même entreprise, etc., etc. ? Non. Donc bien évidemment, c'est ouvert à tout le monde. Okay. Et ce serait même un plaisir. Donc en effet, si c'est quelque chose qui pouvait se faire, on serait ravis de l'organiser. Et puis comme je disais, c'est facile avec le distanciel. On peut faire ça de manière assez simple et vraiment garantir une expérience d'apprentissage de qualité. La seule chose qu'il faut avoir, c'est un ordinateur, une webcam, parce que pour nous c'est important qu'on se voit, un casque audio avec un micro pour qu'on s'entende bien, et après, je dirais une bonne bande passante quand même, parce que sinon, ça peut un petit peu rendre les choses difficiles. Et puis des gens qui ont envie, qui sont engagés dans la session, mais aussi pour continuer après la session et mettre en place leur plan d'action, parce que nous, ce qu'on veut, c'est que les gens sortent de là avec des résultats. D'accord. Donc si l'envie est là, l'engagement est là, et puis on a tout ce qu'il faut pour y arriver. Et vous travaillez avec des groupes de combien de personnes ? Il faudrait qu'il y ait combien de personnes ? Une dizaine à peu près, ce serait bien. Une dizaine, ce serait très bien. Après, si on est à 8, ça peut le faire aussi. Si on est plus nombreux, on peut le faire aussi. Après, on peut faire plusieurs groupes. On verra. Okay. Mais je dirais, pour une première indication, une dizaine environ. Ok. Bon, ce que je te propose, je vais voir un petit peu si ça intéresse des auditeurs, des membres du forum ou des mails privés. Et si jamais on réussit à constituer un groupe de 8-10 personnes, pourquoi pas. Moi, je pense qu'il y a une certaine complémentarité entre cet aspect-là qui est assez personnel et dans les outils du manager, un outil qu'on appelle le feedback. L'outil du feedback, en fait, c'est un retour que fait le manager sur le comportement ou les résultats de son collaborateur. Et dans l'esprit, pas du tout de le punir ou de le récompenser, mais dans l'esprit de soit renforcer le comportement qui a été étudié et qui amène ce bon résultat, ou soit d'ajuster le comportement qui amène un mauvais impact, un mauvais résultat par rapport à l'entreprise. Et donc ça, c'est la partie manager qui agit sur son manager. Mais après, le manager, va falloir qu'il modifie son comportement. Et donc, là, le pouvoir des habitudes, ça me parle beaucoup. Complètement, c'est la complémentarité des différents sujets. Et tu parles du feedback, c'est un de mes terrains de prédilection également. Bien sûr, quand on se parle de conversation cruciale, le feedback en fait partie. Et donc, bien évidemment, changer les comportements, on en revient au cœur du sujet. Et c'est là où tous ces outils, je dirais, s'imbriquent et viennent trouver leur place. Et ce qui me plaît aussi dans l'outil dont on vient de parler, c'est qu'il ne va pas aller dans la profondeur de la psychologie, d'essayer de comprendre. On reste quand même sur du comportemental et on reste quand même sur une approche un petit peu mécanique des choses. Et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne, en fait, finalement. Complètement. C'est très pragmatique. C'est très pragmatique et c'est ça qui fait notre force. C'est ce que les gens apprécient chez nous et c'est ce qui nous a séduit, je dirais, au départ dans les programmes qui ont été créés par Vital Smarts. C'est ce côté pratico-pratique. C'est robuste, c'est fondé sur la science, on comprend les principes scientifiques derrière, mais on n'en devient pas un scientifique pour autant ou un psychologue. Tout de suite, on met en place des astuces, des outils, des choses pratico-pratiques qui nous permettent de se l'appliquer. Voilà, c'est ça qui compte, c'est le résultat. Tout à fait. Hyper intéressant. Écoute, Katia, je te remercie infiniment. C'est moi qui te remercie, c'était un plaisir. Et puis, écoute, je vais interroger les auditeurs, les membres de la communauté à travers les emails privés, à travers le forum, parce que peut-être qu'on aura des gens intéressés. Et si c'est le cas, eh bien, je prendrai contact avec toi, je te dirai combien de personnes ont envie d'aller plus loin que simplement l'écoute de ce podcast. Voilà, et on creusera alors le sujet avec eux. Je serai ravie de le faire. Bon. En tout cas, moi aussi, je te remercie. Ça a été un plaisir. Plaisir partagé. À bientôt. À bientôt, Cédric. Au revoir. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Personnellement, je trouve que c'est un sujet passionnant. Et surtout, je pense que c'est un outil de transformation personnelle très puissant. Pendant le podcast, Katia Birac m'a proposé de constituer un ou plusieurs groupes outils du manager et donc
plus vous serez nombreux à vous inscrire, plus les tarifs seront intéressants. Je vais donc proposer de recueillir les noms des personnes qui sont intéressées. Je te donne donc un lien en description pour en savoir plus et si tu as un intérêt pour ça. En attendant, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à bientôt.